Voilà, donc très, très heureux de vous accueillir ici à Saint-Martin-de-Seigneur. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux ce matin pour des vœux que j'organise soit pendant la période du Covid et depuis 2017. Et avec Maëva, nous sommes très heureux de pouvoir vous recevoir et puis passer un petit moment et échanger avec vous. D'abord, merci Madame la Préfète d'être présente avec nous ce matin. Merci à tous les élus, aux maires présents qui viennent du Grand Axe. Je crois que si je commence à les citer, je vais forcément en oublier. De Marenado Côte-Sud ou bien entendu du Seigneur. Merci beaucoup d'être présents. Merci aux anciens élus. J'ai vu passer Guy Ducès, ancien maire honoraire de Saint-Laurent-de-Gosse, mais aussi Jean-Louis Rouette qui est quelque part, maire honoraire de Saint-Martin-de-Seigneur. En tant que voisin, Jean-Louis, vous ne pouvez pas ne pas venir. Et vous savez, c'est toujours un plaisir et très important pour moi que vous soyez ici présents à chaque fois que j'organise des événements ou des moments de rencontres qui me tiennent à cœur. Donc merci beaucoup aux chefs d'entreprise, aux représentants d'associations, aux représentants de syndicats et à vous toutes et vous tous pour vous dire que je suis très heureux d'avoir voilà, tous ces amis qui sont présents ce matin avec nous. J'ai souhaité pour cette année 2024 organiser mes vœux ici. C'est pas anodin, c'est pas pour rien, à Saint-Martin-de-Seigneur, mais en plus dans cette salle à Émile Cross. Beaucoup dans cette salle ont été élus avec moi en 2014, lorsque j'ai été élu maire de Saint-Martin-de-Seigneur, ça fait exactement 10 ans maintenant. Et une de nos premières réalisations a été de réorganiser cet espace, d'en faire un espace pour la jeunesse et un espace pour la culture. Ici, auparavant, se tenait une maternelle, mais les locaux étaient devenus trop petits pour le développement de la commune, et donc nous avons fait le choix de rapprocher l'école maternelle de l'école primaire à Pointe-Cargomar, pas très loin d'ici, et de réaménager ce magnifique espace avec la chance d'avoir à côté une crèche, d'avoir derrière vous les locaux de CMPP, d'avoir ici la bougeothèque, ce qu'on appelait à l'époque la bougeothèque, première bougeothèque des Landes, je crois aussi des Pyrénées-Atlantiques. Je crois que Patricia est dans la salle, je tiens à la remercier parce qu'elle était à l'origine de ce projet. Et puis ici, derrière moi, une association culturelle, Art Décom, une association importante pour la commune de Saint-Martin-de-Seigneur. Et je sais que la présidente Marie-Paul est ici aussi présente. Voilà. Donc c'était une volonté de réunir jeunesse, éducation, culture ici, et bien sûr santé à travers les CMPP, dans ce magnifique bâtiment, et avec une salle qui aujourd'hui est très sollicitée. Sollicitée parce qu'elle est très agréable, très bien située, et qu'à Saint-Martin, on n'en a pas énormément. Et ça nous permet justement de pouvoir répondre à des activités aussi sportives sur cette commune. Voilà, donc c'est pour moi forcément une année importante ici à Saint-Martin-de-Seigneur. Et pour ce territoire du Seigneur, puisque tous les ans, je tourne d'intercommunalité. L'an passé, c'était à Saint-Martin-de-Hens que j'organisais mes vœux, Marenado Côte-Sud, et l'année d'avant à Saint-Pandelon sur, bien sûr, le Grand Axe. Et je souhaite avec Maëva continuer à tourner. On évoque déjà le lieu des prochains vœux l'an passé, mais bon, il va déjà falloir passer 2024 et y arriver jusque-là. Pour dire, je suis très heureux parce que ce territoire du Seigneur, vous le savez, il me tient à cœur. C'est ma commune, ici, Saint-Martin-de-Seigneur, que c'est un territoire magnifique et j'ose espérer que les dernières annonces qu'on a pu avoir nous permettront de donner un nouveau souffle à ce territoire et faire en sorte effectivement que les blocages que nous vivons, que nous subissons depuis quelques années, puissent quelque part se débloquer. Et puis je le dis tant plus qu'il y a des maires et des anciens maires du Seigneur et on sait ici tout le potentiel et tout ce que nous pouvons faire sur ce magnifique territoire. Alors pour commencer mes vœux, je voudrais d'abord vous parler de la présence de l'État dans notre département. Parce que lorsque nous sommes députés, la première mission que nous avons, la première action que nous menons, c'est bien entendu voter le budget de l'État, mais aussi voter le budget de la sécurité sociale, deux actes forts qui se déroulent à chaque fois en fin d'année et qui nous permettent quand même de garder ce consensus et cette unité nationale et des budgets qui sont supérieurs à 1000 milliards d'euros. Donc c'est pour vous dire l'importance aussi, la responsabilité que nous avons en tant que députés. Je me permets de dire, tant plus que Madame la Préfète est ici présente, elle le sait, combien le travail entre les acteurs de ce territoire et les services de l'État est important. Et donc je voulais quand même revenir sur certains éléments parce que
a souvent tendance à dire que quand l'État n'est pas là, on s'en plaint, ce qui est normal, toutes et tous. Mais quand l'État est là, quand l'État est présent, il faut aussi le dire. Donc je voudrais ce matin vous rappeler aussi les actions qui dépendent de votes que j'ai eu à mener depuis 2017 et des choix que j'ai pu faire pour justement accompagner la présence de l'État dans ce territoire. Alors tout d'abord, parce que je pense que les chiffres sont importants et les chiffres nous permettent aussi de remettre souvent l'église au milieu du village, si vous me permettez, et en particulier en ce qui concerne les collectivités. Vous savez que la relation État-collectivité est un enjeu important. Je dis d'autant plus que j'ai été maire, donc je sais combien c'est important de pouvoir travailler collectivement et dans le même sens. Et vous donner quand même quelques chiffres, parce qu'on entend, j'ai encore entendu hier matin, j'ai lu dans la presse, que l'État se désengagerait, que l'État ne serait pas en soutien des collectivités. Bon, certes, l'État peut faire mieux, il doit faire mieux, c'est normal, mais quand même vous rappeler quelques chiffres. Aujourd'hui, l'État, sur les fameuses dotations globales de fonctionnement, c'est-à-dire ce que l'État verse aux collectivités pour leur fonctionnement, nous sommes à 69 millions d'euros par an. Plus de 4 millions de plus qu'en 2017 pour le département des Landes. Je t'ai rappelé qu'entre 2012 et 2017, nous avions perdu 21 millions d'euros. Pour vous dire quand même le signal et le soutien et l'importance de l'État pour les collectivités. Vous dire aussi, lors du dernier comité de suivi des investissements présidé par Madame la Préfète, qu'en 2023, 330 projets portés par les collectivités ont été accompagnés sous différentes enveloppes par l'État pour une hauteur de 35 millions d'euros. Nous étions à 16-17 millions d'euros en 2017. Ça, ce sont les budgets d'investissement. Donc, merci, je pense, il est important d'avoir des budgets importants, que l'État permette d'accompagner ces collectivités, les communes qui ont ces projets. Mais je veux aussi remercier les élus qui les portent. Parce que quand l'État est là pour 35 millions, c'est-à-dire que derrière, il faut multiplier avec bien sûr tous les autres partenaires. Mais ça veut dire que s'il y a eu autant de demandes d'investissement, autant de dossiers portés, c'est-à-dire que les élus aussi s'engagent pour les habitants de leur commune et pour apporter aussi des services qui sont à destination des Landaises et des Landais. Donc je crois qu'il faut aussi s'en réjouir parce que c'est un bon signal. Ça veut dire que l'action publique dans ce département est encore très très forte, et tant mieux. Et donc merci aux élus qui sont là, aux maires en particulier, qui portent ces projets d'investissement. Et sachez que je serai toujours à vos côtés pour vous accompagner, que les projets d'où qu'ils viennent, quelle que soit la commune qui les porte, à partir du moment où le projet est bon, et vous le savez, je serai toujours là pour vous aider et vous accompagner et faire en sorte qu'avec les services de l'État, nous puissions faire aboutir et sortir ces projets, parce que derrière, c'est la vie des Landaises et des Landais qui en dépend. Je voudrais bien entendu vous parler de services forts, commencer par la santé. Alors je ne vais pas vous abreuver de chiffres ce matin, parce que j'ai promis de ne pas être très très long, d'essayer de faire assez court, mais lorsque j'ai que quelques notes comme ça, en général, j'ai tendance à m'emballer. Mais bien entendu, je voudrais vous parler santé. J'ai vu le directeur de l'hôpital de Dax, il le sait, l'attachement que je porte à cet hôpital depuis 2017, que nous avons maintenu avec une direction, bien sûr, et une autonomie de gouvernance sur ce territoire, parce qu'il a toute sa place sur ce territoire. Il doit rayonner sur l'ensemble de la circonscription. Et je remercie bien sûr tous les acteurs. On sait que le contexte est compliqué, mais je vais les remercier pour tous les projets et les dossiers qui ont été portés à travers l'hôpital. J'en citerai quelques-uns, comme la reconstruction des services de réanimation, l'agrandissement de la radiothérapie, la création de la nouvelle hélice-station, la rénovation des urgences et la livraison de la 9e salle de bloc opératoire. Tout ceci vous montre bien que ça bouge, et ça bouge dans le bon sens, même si j'ai bien conscience qu'il y a des enjeux financiers, et nous y travaillons avec l'ARS et avec le directeur et le conseil de surveillance de l'hôpital de Dax, dont le président n'est autre que Julien Dubois, le maire de Dax. Bien sûr, vous parlez aussi sujet des forces de l'ordre. Ils sont ici présents, je les remercie, les représentants. Vous dire, je crois que vous le savez, que c'est toujours un plaisir d'aller vous rencontrer tout au long de l'année, d'échanger avec vous, de faire un point sur les dossiers.
Nous sommes un département qui se développe, un département qui a aussi une activité touristique très importante, en particulier sur le littoral, mais aussi dans beaucoup de nos communes, suite à des fêtes organisées auxquelles nous participons, mais pas que nous, beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur. Et donc c'est toute une organisation qui nécessite bien entendu des renforts. Donc chaque année, ceux qui me suivent le voient, je vais bien sûr rencontrer, saluer ces forces de l'ordre qui viennent, en particulier sur le littoral, que ce soit les CRS, MNS, sur les plages, mais aussi en renfort pour faire en sorte que la sécurité soit garantie sur notre département. Nous avons quelques dossiers d'investissement importants pour ce département, en ce qui concerne bien sûr les gendarmeries. Dès 2017, je m'étais engagé pour travailler sur la gendarmerie de Tarnos et la gendarmerie de Cabreton. J'avais eu d'ailleurs, fin 2017, une réponse du ministre de l'époque, Gérard Collomb, qui avait donné le feu vert pour qu'on travaille sur la rénovation ou la reconstruction de ces gendarmeries. Donc je sais que le travail avance aujourd'hui, en particulier à Cabreton. Je remercie les élus de Cabreton et tous ceux qui travaillent sur ce dossier. Alors, dossier qui a pris un peu de retard, puisqu'au début, pour tout vous dire, il était prévu de faire une gendarmerie avec le site de Cabreton et de Seignos. Le projet, entre-temps, une fois qu'il avait presque été validé, a changé, monsieur le maire de Seignos. Et donc, il s'agira de garder, bien sûr, la gendarmerie à Seignos et de faire une gendarmerie à Cabreton. Donc, le dossier est en train d'être revu et il est en phase aujourd'hui de finalisation. Côté gendarmerie de Tarnos, bon, voilà, des problèmes politiques font qu'aujourd'hui, ce dossier est encore en stand-by, mais j'espère qu'il arrivera prochainement à avancer parce que nous devons avoir des gendarmeries en bon état, des gendarmeries prêtes à accueillir des concitoyens, parce que je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion d'aller sur certains sites de gendarmerie. Je peux vous dire que des fois, on n'a pas de quoi être fier. Voilà. Les locaux sont exigus, les locaux sont souvent anciens, et mon rôle à moi, c'est de faire en sorte que ça puisse changer, évoluer dans le temps, même si on a conscience qu'il faut du temps, et je ne vous parle pas, bien sûr, des logements que l'on met souvent à destination, qui ne sont pas du tout à la hauteur du service que l'État doit rendre auprès de ces acteurs importants sur nos territoires. Donc Tarnos a mené, j'espère qu'il arrivera, mais derrière nous avons d'autres projets qui sont arrivés depuis 2017, donc Saint-Vincent-de-Tyros, je remercie les élus aussi, le maire Saint-Vincent-de-Tyros qui s'impliquent sur ce dossier, parce que là aussi, gendarmerie qui était nécessaire de pouvoir refaire. Un projet bien sûr avec un centre de Dax sur Naros, qui prendra quelques années, mais qui est important aussi, sur la gendarmerie de Dax. Et derrière, bien entendu, ça a été annoncé par le ministre de l'Intérieur il y a maintenant quelques semaines, quelques mois, dans le préfet, et ça a été beaucoup de travail avec bien sûr tous les services de l'État pour obtenir, dans le cadre des 200 nouvelles casernes qui avaient été annoncées par le président de la République, une gendarmerie supplémentaire qui verra le jour, donc à Molietz, avec 10 gendarmes qui sont affectés à cette caserne. Donc le dossier est en train de valider, bien sûr. Les terrains sont identifiés, il y aura un enjeu de construction, mais on se positionne pour déjà accueillir dans les meilleurs délais, on verra quand, les 10 gendarmes qui pourraient venir en renfort sur le littoral landais. Donc c'est aussi une belle, pas victoire, mais je dirais, ce sont des dossiers qui aboutissent et qui vont dans le sens de l'accompagnement du développement de notre territoire. Voilà, donc je veux bien sûr remercier et saluer tous les acteurs des forces de l'ordre, quels qu'ils soient, pour le travail qu'ils font et, je dirais, les relations que nous avons. Je ne pourrais pas ne pas évoquer, bien sûr, le sujet de l'éducation. On va voir, aller dans les détails, comme l'a fait le président de la République et comme le fera le Premier ministre prochainement. Vous avez vu que c'était un sujet majeur, important, et que, bien entendu, nous allons accompagner toutes ces orientations dans ce département et aussi ici, dans la circonscription. Je vais en plus dans un espace dans lequel mes enfants ont été à la maternelle. Ils ont été après primaire sur Saint-Martin, au collège en face, après au lycée de Bayonne et de Tyros. Et donc je connais l'importance du système éducatif. Et je pense que si mes enfants sont devenus ce qu'ils sont, c'est aussi grâce à notre système éducatif. Étant fier d'eux, je pense qu'on peut être fier aussi de celles et ceux qui les ont accompagnés comme tous les autres enfants dans notre pays. Voilà, notre système éducatif est important. C'est le moteur, je dirais, de notre société, et c'est ce qui nous permet
faire grandir les plus jeunes, et donc il était important, bien entendu, de le dire et de le rappeler. Donc les transformations majeures de l'école dans les Landes auront des priorités qui sont confortées, bien sûr, par la transmission des savoirs fondamentaux, l'égalité des chances dans un espace protecteur, de confiance et d'émancipation pour les élèves, et bien sûr, nous devons continuer à travailler sur la reconnaissance des personnels. J'ai eu l'occasion sur le mandat passé de m'impliquer sur certains dossiers, sur les directeurs d'école, bien sûr avec beaucoup de mes collègues et beaucoup d'acteurs, sur le statut des AESH, qui n'est pas encore parfait, mais qui a évolué. Aujourd'hui, nous continuons à augmenter chaque année les effectifs des AESH. Nous avons mis en place quand même le mandat passé la titularisation des AESH, qui n'a jamais été le cas précédemment. Et je suis heureux aussi que dans le Grenelle de l'éducation, et j'avais travaillé avec les acteurs du collège de Saint-Martin-de-Seignanx en face, nous ayons commencé à identifier le même parcours pour les AED. Les AED sont les assistants éducatifs des collèges et des lycées qui aujourd'hui avaient des CDD, souvent d'ailleurs d'1 an, non reconductibles. Parce qu'au départ, c'était des métiers qui étaient souvent destinés à des étudiants, donc ça pouvait se voir, mais on voit que ce sont aujourd'hui de véritables métiers, des métiers sur lesquels des hommes et des femmes veulent faire carrière et veulent poursuivre, je dirais, leur action auprès des plus jeunes, et en particulier lorsque nous sommes dans les territoires ruraux, c'est-à-dire là où on n'a pas d'étudiants, et c'est le cas ici à Saint-Martin-de-Seignanx, où beaucoup d'AET se sont impliqués et souhaitent continuer à travailler sur ces métiers-là. Et donc on a obtenu, c'est une proposition que j'avais faite dans les Grenelles d'éducation, que les AED puissent aussi être titularisés au bout de deux CDD et continuer à avoir un parcours. Donc c'est aussi quelque part donner des perspectives, même s'il va falloir qu'on aille encore plus loin, bien entendu, pour reconnaître ces métiers. Mais chaque avancée, nous devons, je pense, les prendre et en être quelque part satisfaits. Je rencontre d'ailleurs mercredi prochain la ministre de l'Éducation, des Sports, des JO paralympiques. Et je ne manquerai pas, bien entendu, de voir avec elle comment on peut décliner les orientations qu'elle nous donnera dans ce département. Et donc je reviendrai vers tous les acteurs de l'éducation pour voir ce que l'on peut faire ici et accompagner justement ce projet important porté par le Président de la République, le Premier ministre et bien sûr l'Assemblée nationale. Je ne pourrais pas parler non plus présence de l'État dans le département de la justice. Là aussi, dossier où, en 2017, je tiens à le rappeler, il était prévu de rattacher aussi le tribunal de Dax au tribunal de Mont-de-Marsan, après un combat avec d'ailleurs à l'époque maire de Dax, Elisabeth Mongeant, mais qui a été poursuivi aussi par Julien Dubois. Nous avons obtenu que le tribunal de Dax reste un tribunal de plein exercice. C'est important. Nous avons obtenu, après quelques années de combat, que le juge d'instruction, que nous attendions depuis au moins 10 ans, soit affecté au tribunal de Dax, ce qui permet d'avoir aussi un tribunal qui va pouvoir monter, je dirais, peut-être sur des dossiers qui sont importants pour la justice et importants pour les professionnels de la justice. Donc c'est un manque, mais c'est aussi une reconnaissance. Et puis bien sûr, vous avez vu dans le plan porté par le garde des Sceaux que des effectifs supplémentaires ont été affectés au tribunal de Dax. Ce qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, nous avons des problèmes de locaux au tribunal de Dax. Et je sais qu'il y a un travail en cours, bien sûr, entre la présidente, le procureur et le maire de Dax pour essayer de voir comment on peut accompagner et là aussi faire en sorte que les agents du tribunal de Dax, quels qu'ils soient, puissent travailler dans de meilleures conditions et qu'on puisse agrandir et trouver de nouveaux locaux. Alors, des pistes étaient vues, ont été travaillées, mais si j'ai bien compris, elles étaient encore insuffisantes tellement le développement est important de ce tribunal. Voilà. Je voudrais, avant de vous parler de 2024, revenir sur quelques sujets qui ont marqué 2023 et vous donner les raisons pour lesquelles j'ai pu orienter mes votes. 2 projets de loi ont marqué l'année de 2023. Le premier sur le système de retraite. Vous dire que je regrette pour avoir travaillé depuis 2017 sur le système à points, auquel je tenais énormément, que ce système ait dû être abandonné sous la gouvernance d'Édouard Philippe, vous vous souvenez, puisque nous n'avions
toutes les oppositions contre ce projet de loi, système à points, un système auquel je suis convaincu. Je pense qu'un jour, il faudra que nous ayons le courage d'y arriver. Mais ce système a été refusé par une grande partie des Français et donc il n'a pas pu aboutir. Un deuxième système, du coup, le président de la République a proposé pour son deuxième mandat de quand même travailler le système de retraite pour arriver à le garantir, à le pérenniser au vu des déficits qu'il y avait et puis des contraintes, bien sûr, démographiques dans notre pays. Donc il était de notre responsabilité de trouver des solutions. Donc un système qui, à mes yeux, n'est pas parfait, je vais expliquer pourquoi, étant un défenseur du système à points, a été voté, mais un système qui nous permet de garder ce système universel, ce système par répartition, et de faire en sorte que la solidarité intergénérationnelle soit maintenue. Et je tiens à rappeler que j'ai mené une mission sur le titre pension de retraite le mandat passé, à la demande du Premier ministre Édouard Philippe. J'avais fait une dizaine de propositions, et que la quasi-totalité de mes propositions a été reprise dans le système qui a été voté l'an passé. Je pense aux 85% du SMIC pour les carrières complètes, je pense au cumul emploi-retraite, voilà, plein de choses qui nous permettront aussi aujourd'hui d'être plus justes, mais ce sont des mesures qui coûtent aussi plusieurs milliards. Mais nous avons fait le choix de pouvoir avancer là-dessus aussi. Donc il y a aussi dans le système qui a été voté en 2023 plus de justice et plus, je dirais, de regard vers les petites pensions de retraite. Et c'était un sujet auquel je tenais. Et je suis quand même heureux que ça a été repris que certaines de mes propositions aient été reprises dans le projet de loi définitif. Deuxième sujet qui a marqué, je pense, certainement d'autres, mais fortement l'année 2023, et surtout pour finir l'année 2023, c'est le projet de loi sur l'immigration. Je pense que tout le monde ici connaît ma position, mon vote définitif sur ce projet de loi. Je suis convaincu que nous devons légiférer sur l'immigration, convaincu que nous devons légiférer pour deux axes, ce qui a été annoncé au départ par la Première ministre Elisabeth Borne et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Premier, c'est effectivement pour avoir un système rapide et efficace en termes de gestion de celles et ceux qui souhaitent venir dans notre pays et pouvoir être ferme sur les décisions qui sont prises, en particulier les décisions de justice. Mais nous devons aussi avoir un système qui nous permet d'intégrer le mieux possible celles et ceux qui ont leur place dans ce pays, qui doivent rester dans ce pays. Je le dis ici devant quelques chefs d'entreprise, devant quelques présidents d'associations, aussi devant Madame la préfète. Je sais que ce sont des préoccupations. Je suis toutes les semaines interpellé pour des sujets. Personnes qui sont en difficulté, qui sont ici, ou des associations, des entreprises, souhaitent que ces personnes restent parce que souvent elles travaillent. Et nous avons aujourd'hui trop de difficultés pour pouvoir les maintenir et les garder dans de bonnes conditions. Donc je pense qu'on a un travail à mener, bien entendu, pour faciliter et répondre à ces attentes. Et c'est un sujet que je n'ai pas retrouvé dans le projet de loi définitif, projet de loi qui était celui qui est arrivé du Sénat. Ce n'est pas le projet de loi initial que le gouvernement a proposé, c'est le projet de loi qui avait été retravaillé par le Sénat. Je regrette que les oppositions, en particulier de gauche, aient empêché qu'il y ait un débat à l'Assemblée nationale, parce que je pense qu'on aurait pu revenir à une version telle que elle avait été travaillée d'ailleurs en commission des lois à l'Assemblée nationale, et qui nous aurait peut-être permis de rééquilibrer certaines choses. Ça n'a pas été le cas. 49.3 a été envisagé, et puis au final, un vote a été fait pour trouver un consensus, une majorité, et qui a abouti à un texte qui, pour moi, aujourd'hui, est trop déséquilibré, qui ne prend pas en compte ni les enjeux d'intégration, ni les enjeux de rapidité et de fermeté que l'on doit avoir sur ce sujet. Donc j'espère que nous aurons à l'avenir l'occasion de pouvoir retravailler ces sujets, parce que derrière, il s'agit, ce qui est important, d'hommes et de femmes. Et on ne peut pas traiter les sujets d'hommes et de femmes, quels qu'ils soient, quels qu'elles soient, à la légère et uniquement à travers des textes et des papiers d'administratifs. Et j'espère que quelque part, l'humain reviendra sur tous ces sujets. Je voudrais, pour terminer sur ce projet de loi, sans être trop long, mais comme il fait beaucoup de débat, qu'on m'interroge beaucoup, vous dire qu'en tant que président du Conseil national de l'habitat, je mesure aussi l'impact de ce projet de loi sur le logement pour ces personnes. Je suis très inquiet, s'il devait s'appliquer tel quel, par les mesures sur l'hébergement d'urgence.
parce que je peux comprendre que ça puisse avoir une volonté de dire on va réduire le budget d'hébergement d'urgence, on n'a pas à payer, à financer, etc. pour celles et ceux qui n'ont pas forcément vocation à rester dans notre pays. Mais enfin, si ce travail n'est pas fait, le temps que les dossiers soient traités, quelle que soit l'issue, ce serait des tentes et des bidonvilles que nous reverrions dans chacune de nos communes. Et je ne pense pas que ce soit l'intérêt de toutes et tous, au-delà du traitement humain de ce sujet. Donc ceci m'inquiète et je ne fais pas partie de ceux qui considèrent que ce serait le Conseil constitutionnel qui doit écrire la loi. Je pense que c'est à nous, parlementaires, de l'écrire. Elle n'est peut-être pas parfaite, mais c'est à nous de prendre nos responsabilités. Et considérant donc que ces points ne correspondaient pas à mes attentes, j'ai fait le choix et décidé fin 2023 de ne pas voter ce texte, même si je le redis, je pense que nous avons beaucoup de choses à faire, bien sûr, sur les enjeux d'immigration dans notre pays. Enfin, 2024 démarre. Et pour faire le lien avec ce que je vous disais, parler des sujets qui vont fortement me mobiliser, en particulier le Conseil national de l'habitat que je préside depuis maintenant un petit peu plus d'un an. Vous dire que je vais être mobilisé sur tous les textes de loi qui vont arriver prochainement. Je sais l'importance, et en particulier sur ce territoire, département des Landes, de mettre en place des logements abordables. Je peux le dire dans une commune ou avec mes équipes, quelle que soit la sensibilité de l'équipe que j'avais en 2014, nous avons doublé le nombre de logements abordables dans cette commune. Nous l'avons fait en un mandat pour passer quasiment de 6-7% de logements sociaux à maintenant plus de 18%. Donc c'est un travail que l'on peut faire, mais quand on le fait à destination de celles et ceux qui ont besoin d'être logés, d'une part, d'avoir un logement, mais aussi un logement adapté à leur situation. C'est ce que j'ai toujours défendu. Et quand je dis un logement adapté à la situation, c'est une situation bien sûr financière, sociale. On est plus ou moins en capacité d'avoir des logements chers, mais c'est aussi la situation familiale, parce qu'on sait que la société évolue. Nous avons maintenant aussi peut-être plus de divorces, les recompositions familiales qui font qu'on a besoin de plus de logements qu'auparavant. On a tendance à dire, sur un territoire comme ici au Pays Basque, où il y a beaucoup de fermes, avant il y avait 3 générations dans une grosse bâtisse, et aujourd'hui il faut quasiment 3 logements par génération. C'est comme ça, c'est l'évolution de la société qui a pris tout le monde de court. Et puis, bien entendu, tenir compte aussi des enjeux physiques des personnes et d'handicap qui ne sont pas non plus à négliger. Donc ça doit être le moteur et l'objectif. En tout cas, ça sera toujours mon combat. Nous allons travailler avec les collectivités locales et j'espère que le travail se fera en toute façon positive et puis qu'on arrivera à partager des objectifs, puisqu'un projet de loi sur la territorialisation des politiques de l'habitat a été annoncé par le gouvernement. J'ai déjà saisi le Conseil national de l'habitat pour faire des propositions au mois de février. Alors, le Conseil national de l'habitat, peut-être si vous permettez, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un organisme donc, national qui est sous tutelle du ministre du Logement. Donc moi j'ai été nommé président du CNH par le ministre du Logement, qui regroupe un peu plus de 80 professionnels du logement, 80 personnes qui connaissent très bien des sujets, parce que le logement c'est très très vaste. On y retrouve par exemple la Fondation Abbé Pierre, le droit au logement, les syndicats, syndicats salariés, syndicats professionnels, la FFB, la CAPEB, tous ces acteurs aussi du bâtiment, les banques, les assureurs, les promoteurs immobiliers, tout le monde. Donc l'objectif du Conseil national de l'habitat, c'est justement donner des avis sur les politiques du gouvernement. Donc nous émettons des avis sur tous les textes, décrets du gouvernement, mais c'est aussi se saisir de dossiers. Et c'est ce que j'ai essayé de faire depuis un peu plus d'un an, qui n'était peut-être pas le cas précédemment, mais depuis un an, donc, on a mobilisé les membres du CNH pour faire des propositions. Donc 5 rapports ont été rendus en fin d'année, besoin en logement, statut du bailleur privé, les zonages, etc. Et donc notre rapport est en cours de travail avec les membres du CNH sur les politiques de territorialisation des politiques de logement. Voilà, donc qui viendra alimenter, je pense, apporter une contribution au projet de loi qui, je l'espère, arrivera prochainement. Nous avons aussi en cours en ce moment un projet de loi sur les copros dégradés. Alors ça ne concerne pas forcément notre territoire, mais quand même un petit peu. Je pense en particulier sur les communes un peu plus anciennes comme Dax, mais ça concerne aussi des communes de façon beaucoup plus importante comme Marseille. Voilà, ces communes anciennes sur lesquelles nous avons des marchands de sommeil et des logements qui aujourd'hui sont devenus quasiment insalubres. Donc ce projet de loi a vocation à pouvoir répondre à ces enjeux et
nous avons eu en commission cette semaine et nous travaillerons bien entendu en séance à partir de demain après-midi à l'Assemblée nationale. Voilà, donc beaucoup de sujets sur le logement que je considère comme étant une des priorités des Françaises et des Français, et encore plus sur ce territoire. Et je mobiliserai, mais je sais qu'ils le sont aussi, les élus locaux, tous les acteurs quels qu'ils soient, parce qu'ils sont nombreux aussi à travailler ici sur ce département sur le logement, parce que je crois que personne ne peut dire ici qu'il n'y a pas un enjeu de logement sur ce territoire, et un enjeu important et fort, et il faut que nous essayions, à défaut de régler toutes les situations, il faut que nous essayions d'apporter un maximum de réponses. Ce sujet doit être traité, bien sûr, localement aussi, puisqu'on est sur une compétence partagée. L'État a une responsabilité sur le logement, mais les élus locaux aussi. Je tiens à rappeler que l'aménagement du territoire, les permis de construire sont compétences des maires. Donc il faut qu'on trouve le bon équilibre de répartition de cette compétence au logement. Et vous dire que ça, à mes yeux, c'est une chose dont je suis convaincu, c'est que ça doit se porter avec des enjeux de planification, d'aménagement du territoire, mais aussi de planification, c'est-à-dire savoir ce que l'on veut faire sur le territoire. Et des enjeux de ce fameux triptyque, je cite régulièrement, c'est-à-dire logement, emploi, mobilité. Il faut qu'on arrive à traiter les trois sujets en même temps et il faut qu'on trouve la bonne échelle pour que ces trois sujets soient portés sur les mêmes espaces territoriaux. Aujourd'hui, la loi d'orientation et de mobilité a donné, je dirais, nous avons porté entre 2017 et 2022 déjà un éclairage et des compétences beaucoup plus claires sur tout ce qui concerne la mobilité. L'emploi, je pense que tout le monde est fortement aussi mobilisé, mais il faut que le logement maintenant corresponde à ces décisions et qu'on ait donc une vision de l'aménagement que l'on veut de nos communes, nos territoires, pour faire en sorte que les emplois que nous avons sur un territoire correspondent au logement, type de logement que nous pouvons offrir sur un territoire, et que derrière, bien sûr, on puisse se déplacer sans être obligé d'envoyer les salariés à 40 ou 50 km de leur lieu de travail, non seulement pour les enjeux, bien sûr, environnementaux. J'étais vendredi dernier à Sciences Po sur toutes les conférences sur ces enjeux-là. Je peux vous dire que les spécialistes scientifiques ont des données très intéressantes à donner sur ces questions d'aménagement du territoire, mais aussi, bien entendu, pour des enjeux financiers, parce que ce sont souvent sur les gens les plus faibles que reposent ces besoins de financement, et que la crise actuelle, qui fait des dégâts, fera beaucoup plus de dégâts sur les plus fragiles que sur celles et ceux qui auront la chance d'avoir déjà un logement et de pouvoir continuer à se loger et s'héberger. Il faut rappeler qu'un peu plus d'un Français sur deux aujourd'hui est propriétaire. Donc on peut comprendre qu'effectivement un Français sur deux se sent protégé, mais il y a quasiment un Français sur deux qui n'est pas propriétaire et qui se sent beaucoup moins protégé, et il ne faut pas les oublier. Sur l'hébergement, pour terminer, vous confirmez que le gouvernement va bien déclencher 120 millions d'euros qui a été annoncé il y a 10 jours pour l'hébergement d'urgence. Ça fait débat en cette période hivernale. Nous avons eu 3-4 décès. C'est toujours des décès de trop dans nos rues. Donc il a été décidé par le gouvernement de rajouter 120 millions d'euros, 2,9 milliards que nous avons décidé dans le cadre du projet de loi de finances 2024. Je suis content parce que j'avais en décembre signé une tribune transpartisane pour demander plus de moyens. Nous avions déposé des amendements qui n'avaient pas été retenus avec le 49.3, mais après encore du débat, comme quoi des fois il faut continuer, il ne faut jamais lâcher. Le gouvernement a annoncé ces 120 millions d'euros et ça a été confirmé. J'ai posé la question mercredi soir au ministre Béchu à l'Assemblée nationale, les vidéos sont là, et il a bien confirmé que c'était en plus et que c'était opérationnel immédiatement. Donc maintenant, nous allons travailler avec les territoires, les communes, avec les préfets, pour déclencher et faire en sorte que ces 120 millions soient efficaces là où on a besoin de les utiliser. Ça nous fera 10 000 places d'hébergement d'urgence en plus aux 203 000 que nous avons et que nous finançons aujourd'hui. Alors 2024 sera aussi, même s'il y a un contexte international inquiétant, contexte international, je ne vais pas éterniser là-dessus parce que je fais le choix aujourd'hui de ne pas trop parler de ça, de parler plutôt de l'État et puis notre département des Landes. Il faut dire qu'on aura aussi de grands moments populaires, de grands moments de rassemblement, en particulier avec les Jeux Olympiques qui arrivent l'été prochain, Olympiques et puis Paralympiques. Bien sûr, des priorités sur l'éducation, la jeunesse. Et je voudrais remercier les collectivités qui s'impliquent pour accompagner ce grand moment des Jeux Olympiques. Nous avons eu de grands sportifs qui sont venus et qui continuent à venir dans ce département. Nous avons 20 communes qui sont dans cette circonscription, 51 communes qui sont labellisées Terre de Jeux.
Et nous avons de nombreux sites qui accueilleront des délégations françaises et étrangères pour préparer les Jeux Olympiques, en particulier sur Cabreton, sur Souston, sur Dax et sur Saint-Paul-les-Dax. Saint-Paul-les-Dax est là, parce que ça, je crois, le football en particulier, mais voilà, des moyens importants qui, justement, sont quelque part le lien avec ce que je disais en introduction, de beaux équipements, les élus qui s'impliquent, qui investissent pour les équipements, et bien derrière, lorsque nous avons des besoins, d'accueillir des gens, il y a besoin de mettre à disposition des citoyens, des Andés, mais aussi au-delà de pouvoir en bénéficier, mais ils peuvent venir, on a de quoi les accueillir. Donc merci à ces communes de s'impliquer et d'être mobilisées pour que ce moment des JO soit, comme je l'ai dit, un moment populaire, un moment festif et un moment bien entendu sportif. Et je sais que beaucoup de Landaises et de Landais participeront aussi aux Jeux Olympiques et je leur souhaite de décrocher un maximum de médailles. Voilà, donc je vais essayer de ne pas être beaucoup plus long, je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, mais 3 minutes. Je encore pas longtemps, mais personne ne me dit rien, donc c'est parfait, on peut continuer encore un petit moment. Mais vous dire que le message que je veux vous passer, c'est que vraiment avec détermination et optimisme, je veux affronter 2024. Vous dire que ça va être une année sur laquelle nous aurons encore et toujours beaucoup de dossiers à mener. Nous avons besoin de beaucoup plus de solidarité et que cette solidarité sera nécessaire parce que nous allons besoin de construire 2024 ensemble et que c'est comme ça qu'on arrivera à être un pays qui reste et qui sera toujours un pays attractif et qui sera toujours la France avec ses valeurs et avec les hommes et les femmes qui font que c'est un magnifique pays. Voilà, donc avec Maëva, avec mon équipe ici présent, Jean-François, Antoine, Pierre, Mehdi qui se cache là-bas derrière, vous dire que nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2024, bien entendu la santé avant tout, mais aussi de la solidarité et de la réussite collective, parce que je l'ai dit, c'est ce qui fera qu'on se retrouvera en 2025 ici dans une autre commune et qu'on aura plaisir encore à se retrouver. Voilà, merci beaucoup.